Chapitre 1. Les fondations. Saul Wilkerson avait des mains calleuses qui racontaient 30 années passées à ramper dans les sous-sols, à réparer ce que les autres ne pouvaient pas faire et à construire quelque chose à partir de rien. À 52 ans, il arborait toujours les larges épaules du marine qu'il avait été, même si son bronzage du désert avait depuis longtemps laissé place au teint pâle d'un homme qui passait ses journées dans des espaces exigus sous les maisons des autres. Sa propre maison se trouvait rue Maple, une modeste maison coloniale à 2 étages qu'il avait achetée avec son argent de démobilisation et rénovée pièce par pièce. Chaque tuyau, chaque fil, chaque planche avait été posé de ses mains. Ce n'était pas grand-chose à bien des égards, mais c'était le sien, du moins c'est ce qu'il pensait. Gilles était différente lorsqu'ils s'étaient rencontrés 23 ans plus tôt. Elle était serveuse au Murphy's Diner, faisant des doubles gardes pour payer ses études d'infirmière. Saul avait été immédiatement séduit par sa détermination, par la façon dont elle essuyait les tables avec la même précision qu'il mettait à installer les tuyaux. Elle avait semblé impressionnée par sa compétence discrète, sa capacité à réparer tout ce qui cassait. Leur fille Mélissa était arrivée 2 ans après le mariage. Une fille aux yeux brillants qui suivait Saul partout dans la maison, lui tendant des outils et posant sans cesse des questions sur le fonctionnement des choses. Elle avait été la petite assistante de son père jusqu'au collège, lorsque soudain ses mains rugueuses et son travail d'ouvrier étaient devenus source de gêne plutôt que d'émerveillement. Gilles avait changé trop lentement. Le diplôme d'infirmière lui avait permis d'obtenir un emploi à l'hôpital du comté, ce qui lui avait permis de se faire de nouveaux amis, de nouvelles ambitions et de nouvelles exigences. Elle avait commencé à faire des commentaires sur le fait d'améliorer leur vie, sur le fait d'exiger plus que ce qu'un plombier pouvait offrir. Saul avait travaillé plus longtemps, accepté des chantiers plus importants, mais cela ne semblait jamais suffisant. Les signes étaient là depuis des mois. Des nuits blanches à l'hôpital, des vêtements neufs, prétendait-elle, en solde. Un intérêt soudain pour son apparence qui dépassait les nécessités professionnelles. Des appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement lorsque Saul entrait dans la pièce. Il avait remarqué, catalogué chaque détail avec la même attention méthodique qu'il mettait à diagnostiquer un problème de plomberie complexe. Mais contrairement aux tuyaux, il avait espéré que ce serait un problème qui se réglerait tout seul. Aujourd'hui, c'était son 52e anniversaire. Mélissa recevait des amis pour ce que Gilles avait appelé une petite fête. Saul était rentré tôt, s'était douché de la crasse causée par un travail particulièrement difficile, remplacé des tuyaux centenaires dans une maison en grès brun du centre-ville, et avait enfilé sa plus belle chemise, une chemise bleue que Mélissa lui avait offerte pour la fête des pères 3 ans plus tôt. Il entendit des voix d'adolescents dans le salon en descendant, le genre de bavardage animé qui s'éteignait généralement à l'arrivée des parents. Saul s'arrêta en bas de l'escalier, se sentant soudain comme un intrus chez lui. Chapitre 2. La fissure. Le silence retomba dans le salon lorsque Saul entra. 5 adolescentes étaient assises, disposées sur ces meubles comme des juges dans une salle d'audience, leurs expressions oscillant entre l'indifférence polie et le dédain à peine dissimulé. Mélissa était assise au centre, le visage rouge de ce que Saul prit d'abord pour de l'excitation. « Salut, ma chérie », dit Saul en parvenant à sourire. « Merci d'avoir invité tout le monde. Tu me fais honte. » Mélissa le coupa d'une voix aiguë, pleine de cruauté adolescente. Les mots frappèrent Saul comme un coup de poing, mais le pire était à venir. « Tu répares les toilettes. Tu crois que ça fait de toi un homme. Le nouveau petit ami de maman possède 3 hôtels. » La pièce sembla basculer. L'ouïe de Saul devint momentanément trouble, comme s'il était sous l'eau. Nouveau petit ami. Les mots résonnèrent dans son crâne tandis que les adolescentes observaient avec la fascination de spectateurs d'un accident de voiture. Le rire de Gilles jaillit de la porte de la cuisine, vif et musical, mais totalement dénué de chaleur. Elle apparut avec un gâteau d'anniversaire qui lui sembla soudain un accessoire de théâtre cruel. « Eh bien, il est temps que tu saches la vérité, » dit-elle en posant le gâteau avec une précision délibérée. « Tu n'as toujours été que notre tirelire. » Saul resta figé, sa chemise bleue baissée, se sentant soudain comme un costume trop grand pour lui. La pièce qu'il avait peinte, les meubles qu'il avait assemblés. La vie qu'il avait bâtie semblait miroiter et se dissoudre comme un mirage. Les adolescentes étaient silencieuses, comprenant peut-être enfin qu'elles avaient assisté à quelque chose de plus brutal que ce à quoi elles s'attendaient. Le sourire de Gilles était radieux, le même sourire qu'elle avait arboré le jour de leur mariage. Charles m'a montré ce que c'est que d'être avec un vrai homme, quelqu'un qui ne rentre pas couvert de la crasse des autres. Charles Saul plaça le nom avec la même précision qu'autrefois pour mémoriser le tracé de canalisation complexe. Il regarda sa fille, cette fille qu'il avait élevée,
dont il avait réparé le vélo d'innombrables fois, bandé les genoux écorchés, chassé les cauchemars. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Combien de temps? Sa voix était ferme, ce qui le surprit. Est-ce important? Gilles haussa les épaules. Charles dit, j'aurais dû te quitter il y a des années. J'étais juste à l'aise, je suppose. Le salaire stable. Le mari fiable qui ne posait jamais de questions. L'une des adolescentes, une blonde trop maquillée, chuchota quelque chose à une autre fille, et elles rirent toutes les deux. Le bruit était comme du verre brisé. Saul réalisa qu'il tenait encore ses bottes de travail, sentant encore légèrement le ciment pour tuyau qu'il avait utilisé le matin. À cet instant, dans cette pièce qui ne lui ressemblait plus, il était exactement ce qu'il voyait. Un homme d'âge moyen qui rampait dans un sous-sol pour gagner sa vie. Mais tandis que Saul regardait le gâteau, les bougies éteintes, les visages qui l'entouraient, allant de la cruauté à la pitié, quelque chose de froid et de familier s'installa dans sa poitrine. C'était le même sentiment qu'il avait éprouvé à Fallujah lorsque son unité était tombée dans une embuscade. Le moment où le choc s'était cristallisé en quelque chose de bien plus dangereux. Il ne dit pas un mot, se retourna simplement et monta à l'étage, laissant ses bottes de travail au bas des marches comme la preuve d'une vie qu'il commençait déjà à se défaire. Chapitre 3. Le départ. Les mains de Saul gesticulaient avec une précision mécanique tandis qu'il faisait ses bagages, pliant ses vêtements en carrés bien nets et les plaçant dans le même sac de sport qu'il avait porté lorsqu'il était marine. 23 ans de mariage et tout ce qui lui appartenait vraiment tenait dans 2 sacs. Le reste, les meubles, les décorations, les débris accumulés d'une vie commune, n'avaient jamais vraiment été à lui de toute façon. Du bas parvint le bruit d'une conversation renouvelée. La fête reprenait comme s'il n'avait jamais existé. Le rire de Gilles résonnait par intermittence, vif et insouciant. Saul se demanda si elle avait pratiqué ce rire, si elle l'avait retenu pendant des mois ou des années. Il traversa la chambre principale tel un fantôme, ne prenant que ce qui lui appartenait indéniablement. Au fond du placard, derrière les manteaux d'hiver que Gilles lui avait achetés, il trouva son vieux casier à chaussures de marine. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait son couteau Kbar, son pistolet de service et un petit carnet en cuir rempli de noms, de numéros et de détails de sa vie. Il avait laissé derrière lui. Saul n'avait jamais parlé de sa formation spécialisée à Gilles, jamais parlé des 18 mois passés en reconnaissance de force ni des compétences qui allaient bien au-delà de l'infanterie de base. Certaines compétences ne rouillent jamais. Le téléphone se mit à sonner tandis qu'il fermait la fermeture éclair du deuxième sac. Saul l'ignora, mais le son sembla couper court au bavardage des adolescents en bas. Il entendit la voix aigre d'agacement de Gilles, puis des pas dans l'escalier. Saul. Gilles apparut dans l'embrasure de la porte, son expression passant de l'irritation à l'incertitude. Pourquoi pars-tu? Tu ne peux pas. Je veux dire, il faut qu'on parle de ça, de la façon dont on va gérer les choses. La maison, le financement des études de Mélissa, gère les choses. La voix de Saul resta ferme, comme si tu avais géré les choses avec Charles. Le visage de Gilles rougit. C'est différent. C'est ça, le mariage, Saul. Les gens s'éloignent. Ce n'est pas forcément moche. Non, acquiesça Saul en chargeant ses sacs. Ce n'est pas forcément moche. Quelque chose dans son ton fit reculer Gilles. L'espace d'un instant, elle sembla lire quelque chose sur son visage qui lui rappela que cet homme calme et posé avait autrefois porté un fusil dans des endroits très sombres. Où vas-tu aller? Je vais me débrouiller. Le téléphone avait cessé de sonner, mais il recommença. Gilles jeta un coup d'œil distrait vers le bruit. Charles est censé venir plus tard pour rencontrer Mélissa comme il se doit. Tu devrais peut-être devrais-tu rester ailleurs ce soir. Je ne reviendrai ni ce soir ni les autres. Saul la dépassa, descendit l'escalier. Il s'était recouvert de moquette, passa devant le salon aussi perdu l'observait avec plus ou moins d'intérêt. Le visage de Mélissa était pâle, comme si elle prenait enfin conscience de ce qui s'était passé. Papa, dit-elle d'une voix faible, incertaine. Saul s'arrêta devant la porte d'entrée, la main sur la poignée qu'il avait remplacée le mois dernier, lorsque l'ancienne avait commencé à coincer. Il regarda sa fille, cette fille qui avait partagé son sang, mais pas son cœur au moment le plus important. Joyeux anniversaire, dit-il doucement, et il sortit. Le soleil de l'après-midi. Le téléphone sonnait de nouveau tandis qu'il chargeait ses sacs dans son camion de travail. Par la vitre avant,
il pouvait voir Gilles gesticuler frénétiquement en parlant dans le combiné. 29 appels manqués, dirait quelqu'un plus tard. 29 tentatives pour joindre l'homme qui venait de quitter tout ce qu'il avait construit, mais Saul Wilkerson était déjà parti. Et l'homme qui était parti au volant de ce pick-up cabossé était quelqu'un que Gilles n'avait jamais vraiment connu. Chapitre 4. La reconnaissance. Le Riverside Motel était situé du mauvais côté de la ville. Le genre d'endroit où les routiers dorment quelques heures et où les gens paient à la semaine quand ils n'ont plus rien d'autre. Saul l'avait choisi délibérément, non pas parce qu'il n'avait pas les moyens de payer mieux, mais parce qu'il avait besoin de réfléchir, et la chambre spartiate avec ses murs fins et le bruit de la circulation lui semblait plus honnête que n'importe quel autre endroit. Il était là depuis 3 jours lorsque son téléphone sonna enfin, avec un numéro qu'il reconnaissait. Gunny, Christ, Wilk, j'essaie de te joindre depuis une semaine. Tu es tombé de la planète ou quelque chose comme ça. Maître le sergent d'artillerie Albert Morand avait été le chef d'escouade de Saul en reconnaissance, un marine de carrière acharné qui avait pris sa retraite dans une petite société de conseil en sécurité en Virginie. Ils étaient restés en contact sporadiquement au fil des ans. Le genre d'amitié forgé dans des endroits inaccessibles que la distance ne pouvait pas vraiment briser. Il avait des problèmes familiaux. Il fallait régler les choses. Ouais, eh bien, régler les choses, c'est bien. Écoutez, j'ai une situation ici qui pourrait vous intéresser. Vous vous souvenez de Dick Dorsey? Saul se souvenait que Dorsey avait été leur spécialiste en communication, un génie discret de l'électronique qui leur avait sauvé la mise plus de fois qu'ils ne pouvaient en compter. Après le noyau dur, il s'était lancé dans la sécurité privée, le genre de travail qui existait dans l'ombre, entre le légal et le nécessaire. Dick a suivi quelque chose pour moi, continua Albert. Charles McCarty, ça vous dit quelque chose? Saul resserra son emprise sur le téléphone. Devrait-il? Propriétaire d'hôtel, à votre porte. Promoteur immobilier. Il se trouve aussi qu'il est un parfait individu qui dirigeait une petite entreprise secondaire de trafic de filles via ses propriétés. Des Européens de l'Est, principalement des jeunes qui ne parlent pas la langue et ne connaissent pas leurs droits. La chambre du motel semblait soudain plus petite. Comment connaissez-vous M.C. Carty? Dick monte un dossier pour une cliente, une femme dont la sœur a disparu dans l'une des opérations de Marty. Le problème, c'est que M.C. Carty est intelligent, il utilise des images, il garde les mains propres. Le genre de salaud qui est invulnérable à moins que quelqu'un ne s'approche suffisamment pour voir comment la machine fonctionne vraiment. Saul ne dit rien, mais son esprit travaillait déjà, cataloguant les possibilités. Chose amusante, poursuivit Albert, Dick surveille les communications de M.C. Carty. Il semble qu'il se soit trouvé une nouvelle petite amie, une femme mariée nommée Jill Wilkerson. Vous la connaissez? On s'est déjà rencontrés. Je pensais que vous l'auriez fait. Le monde est petit. Bref, si j'appelle, c'est parce que Dick pense que M.C. Carty est peut-être en train de devenir négligent. L'amour nous ridiculise tous, non? C'est peut-être l'occasion d'amener quelqu'un assez près pour documenter ce qu'il fait vraiment. Saul fixait la tache d'eau sur le plafond du motel, repensant au sourire radieux de Gilles, à la façon dont elle avait dit que Charles était un vrai homme. Quel genre d'opportunité? Celle qui requiert quelqu'un avec vos compétences particulières. Quelqu'un qui sait comment s'introduire dans des endroits où il ne devrait pas être et disparaître sans laisser de traces. Quelqu'un qui comprend que parfois la loi ne suffit pas. Je t'écoute. Dick a tout mis en place. Surveillance, contre-mesures électroniques, documentation, mais il a besoin de quelqu'un sur le terrain. Quelqu'un qui puisse s'approcher des opérations de Marty sans éveiller les soupçons. Quelqu'un qui ait une raison de fouiner. Saul comprenait. Un plombier avait accès au bâtiment, au sous-sol et aux locaux techniques où des secrets pouvaient être cachés. Un plombier qui pose des questions sur le nouveau petit ami de sa femme semblerait motivé par la jalousie plutôt que par la justice. Quel est le calendrier? M.C. Carty prépare quelque chose de grand. Dick a intercepté des communications concernant une nouvelle cargaison arrivant la semaine prochaine. Si nous devons déménager, il faut que ce soit bientôt. Saul ferma les yeux en voyant le visage de Gilles, en entendant les paroles cruelles de Mélissa. Puis il pensa aux autres filles disparaissant dans le monde des ombres de Charles M.C. Carty. J'aurai besoin de matériel déjà en route. Et Will, ce n'est plus seulement une question de justice. On dit que M.C. Carty se vante de sa nouvelle femme, de la facilité avec laquelle il a pu la prendre à un mari raté. Apparemment, il aime collectionner les trophées.
La tache d'eau au plafond ressemblait à une carte d'un endroit où Saul n'était jamais allé, d'un endroit d'où il pourrait ne jamais revenir. Mais tandis qu'il pensait à Charles McCarty, hôtelier, trafiquant, collectionneur de trophées, Saul Wilkerson commença à disparaître complètement, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. Chapitre 5. L'infrastructure. Dick Dorsey n'avait pas beaucoup changé en 15 ans. Toujours aussi maigre, portant toujours des vêtements qui semblaient sortis d'un catalogue gouvernemental, transportant encore assez de matériel électronique pour mener une petite opération de surveillance, ce dont Saul se rendit compte en regardant Dick déballer une douzaine d'appareils dans la chambre du motel. Cardi a 3 propriétés, dit Dick en étalant des photos sur le bureau des brûlures de cigarettes. Le principal hôtel du centre-ville, c'est le Crowne Plaza. Une affaire sérieuse, des comptes plutôt propres, de bonnes critiques, tout le tralala. Ensuite, il y a l'Ambassador, à environ 16 km sur la route 9. Censé être un hôtel d'affaires économique, mais les registres d'occupation ne correspondent pas à l'activité du parking. Et enfin, il y a ceci. La 3e photo montre un entrepôt reconverti dans le quartier industriel de la ville, le genre de bâtiment abandonné lors de la délocalisation de l'industrie et reconverti pour Dieu sait quoi. Les permis de construire indiquent qu'il s'agit d'un entrepôt pour les fournitures de l'hôtel, poursuivit Dick. Mais la consommation électrique suggère quelque chose de bien plus intensif. Climatisation, insonorisation, système de sécurité à rendre Fort Knox jaloux. Saul étudia les images qu'il avait préparées en sélectionnant les détails. Plusieurs voies de sortie, lignes de visée, vecteurs d'approche potentiels, personnel de sécurité, 2 équipes par homme, tous d'anciens militaires, tous porteurs, équipement professionnel, communication cryptée. McCarty n'embauche pas d'amateurs. Des caméras partout. Mais voilà le point intéressant. Dick sortit une tablette montrant un schéma du bâtiment. Tout le système fonctionne. Un serveur central au sous-sol du Crowne Plaza. Et devinez ce qui se trouve juste au-dessus de cette salle des serveurs. Saul sourit pour la première fois depuis des jours. La conduite d'eau principale. Bingo. Les archives municipales font état de problèmes répétés avec la plomberie du bâtiment. Quelque chose comme des tuyaux corrodés causant des problèmes de pression. Le genre de problème qui nécessiterait qu'un plombier expérimenté rampe au sous-sol pour trouver ce qui ne va pas. Et comment un plombier expérimenté peut-il être appelé pour un travail pareil? Le sourire de Dick était prédateur. Le plus drôle avec les problèmes de plomberie, c'est qu'ils arrivent parfois comme ça, surtout quand quelqu'un qui sait exactement sur quel tuyau appuyer avec la bonne pression décide de créer des dégâts contrôlés. Saul hocha la tête, compréhensif. C'était élégant, vraiment. Quelques frappes stratégiques pour créer un problème que lui seul pouvait résoudre, lui donnant un accès légitime aux zones les plus sensibles du bâtiment. Et McCarty lui-même? C'est là que votre femme devient utile, dit Dick. Et il n'y avait aucune compassion dans sa voix pour la situation de Saul. Elle passe beaucoup de temps au Crowne Plaza. Déjeuner, des dîners en amoureux, des nuitées à l'hôtel, quand McCarty annonce à son mari qu'elle travaille tard à l'hôpital. Elle est devenue une habituée. Dick a sorti une autre photo. Celle-ci montre Jill sortant de l'entrée principale de l'hôtel au bras de Marty. Elle portait une robe que Saul n'avait jamais vue, riant d'une phrase que McCarty lui avait murmurée à l'oreille. L'homme à côté d'elle était grand, aux cheveux argentés, avec cette assurance raffinée que l'argent et le pouvoir lui avaient donnée. Il est fier d'elle, a poursuivi Dick. Il la met en valeur comme une récompense. Il l'emmène au restaurant, au bar, la présente à ses associés. Elle fait désormais partie de sa routine. Autrement dit, quand l'urgence plomberie surviendra, elle sera là. Et quand le plombier viendra réparer, McCarty verra exactement ce qu'il s'attend à voir. Un mari ouvrier surveillant sa femme infidèle. Jaloux, peut-être en colère, sans doute, mais pas une menace. Saul a étudié la photo de Charles McCarty, mémorisant le visage, la posture, le costume coûteux. Tout chez cet homme criait au succès. Le pouvoir, cette confiance qui naît du fait de ne jamais avoir à répondre de ses actes. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend, n'est-ce pas? Absolument aucune. Pour autant que McCarty le sache, tu n'es qu'un mari de banlieue de plus qui a été échangé contre un meilleur modèle. Il a déjà oublié ton existence. Dick commença à emballer le matériel, mais il s'arrêta à la porte. Réveillé, il ne s'agit pas seulement de fermer son entreprise. Ta femme, ta fille, ils ont choisi ça. Ils l'ont choisi. Quand ce sera fini,
il n'y aura plus de retour en arrière. Saul hocha la tête, pensant au gâteau d'anniversaire, au rire d'adolescent et au bruit de ses bottes de travail qui frappaient le sol. Je sais, tant mieux, parce que Charles McCarthy est sur le point d'apprendre que certains hommes ne sont pas aussi oubliables qu'ils en ont l'air. Chapitre 6, le test de pression. Le sous-sol du Crowne Plaza sentait comme tous les sous-sols où Saul avait travaillé. Béton humide, vieux métal et une légère odeur chimique de produits de nettoyage. Le responsable de l'entretien du bâtiment, un homme à l'air fatigué nommé Glenn Bish, le guida à travers un labyrinthe. Des tuyaux et des conduits électriques se dirigeaient vers la source de leur mystérieux problème de pression. Ça a commencé il y a 3 jours, expliqua Glenn, le faisceau de sa lampe torche dansant sur les tuyaux du plafond. La pression chute dans tout le bâtiment, mais seulement au 3e et 4e étage. Impossible d'en déterminer la cause. Saul émit des sons professionnels pertinents tout en cataloguant chaque détail. Position des caméras, chemin de câbles, emplacement de la salle des serveurs décrite par Dick. L'infrastructure du bâtiment était plus complexe que celle de la plupart des hôtels dotés de systèmes redondants, ce qui suggérait que la sécurité était plus importante que l'efficacité. « Vous avez déjà travaillé pour Monsieur McCarthy ?» demanda Glenn en arrivant sur les lieux. « La première fois, c'est généralement pour un travail résidentiel. » Saul a parfaitement joué son rôle. Le petit plombier, reconnaissant d'un travail prestigieux, espérant peut-être impressionner suffisamment le propriétaire de l'hôtel pour devenir un entrepreneur régulier. La canalisation endommagée était exactement là où Saul l'avait laissée 3 nuits plus tôt, après que sa reconnaissance minutieuse eut identifié l'endroit idéal pour créer une fuite lente qui réduirait progressivement la pression sans provoquer d'inondation immédiate. C'était le genre de sabotage subtil qui ressemblait à une usure normale pour quiconque n'y connaissait rien. « Voilà votre problème », dit Saul en désignant la fissure capillaire qu'il avait soigneusement créée. De la corrosion du cuivre. Vous avez vu comme les métaux sont devenus verts autour du joint? Ça va se propager si vous ne réparez pas vite. Glenn hocha la tête d'un air entendu, comme s'il comprenait autre chose à la plomberie qu'à appeler quelqu'un en cas de panne. Combien de temps pour réparer? 2 heures. Peut-être 3 si je rencontre des complications. Je vais devoir couper l'eau de cette section, vidanger les conduites, découper le tuyau défectueux et le souder. Quoi qu'il en coûte. Monsieur McCarthy a des invités importants au 4e étage cette semaine. On ne peut pas les laisser gérer une faible pression d'eau. Des invités importants. Saul plaça cette information pendant que Glenn le ramenait à la salle des machines principales. La salle des serveurs était à 6 mètres derrière une porte en acier marquée, personnel autorisé uniquement, et protégé par un lecteur de cartes et un pavé numérique. Je serai en haut si vous avez besoin de quoi que ce soit. Glenn dit d'essayer de faire moins de bruit. L'hôtel est assez fréquenté aujourd'hui, seul au sous-sol. Saul commença son travail avec une précision méthodique qui avait fait de lui l'un des plombiers les plus recherchés du comté. Mais son attention était surtout portée sur les mouvements au-dessus de sa tête, des pas, des voix, les vibrations subtiles qui lui indiquaient où se trouvaient les gens et ce qu'ils faisaient. À 11h30, il entendit un rire familier résonner dans le système de ventilation du bâtiment. La voix de Gilles, vive et animée, provenait de ce que le répertoire de l'immeuble indiquait être le restaurant de l'hôtel. Saul interrompit son travail, écoutant sa femme flirter avec l'homme qui détruisait la vie d'autres femmes. À midi, il avait accédé à la salle des serveurs. Le lecteur de cartes magnétiques avait été étonnamment facile à contourner. Il suffisait de tracer le circuit électrique et de fournir la bonne tension au bon point de connexion. Le pavé numérique avait pris plus de temps, mais la surveillance électronique de Dick avait déjà fourni la séquence de code. Les serveurs ronronnaient doucement dans leur environnement climatisé, traitant des données et conservant des secrets. Saul s'employa rapidement à installer les dispositifs de surveillance de Dick et à créer des points d'accès détournés qui leur permettraient d'observer l'ensemble des opérations de McCarthy sans intervention humaine. Détection. Excusez-moi. Saul se retourna et vit une jeune femme debout dans l'embrasure de la salle des serveurs. Petite, peut-être 20 ans, avec des cheveux noirs et des yeux qui trahissaient trop de savoir pour quelqu'un de son âge. Ses vêtements étaient chers mais mal ajustés, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. « Je suis désolé, dit-elle avec un accent anglais. Je cherchais des toilettes, d'Europe de l'Est, exactement comme Albert l'avait décrit. Une des filles de McCarthy, probablement gardée dans l'immeuble sous prétexte d'emploi ou de formation. » Saul regarda son visage, joli mais creux, comme une fleur cueillie trop tôt et qui se fanait lentement. « Les toilettes à l'étage, dit-il doucement. Près du hall,
elle hocha la tête mais ne bougea pas. Vous êtes réparateur, plombier. Réparer la pression de l'eau. Pression de l'eau. Elle répéta les mots avec attention, comme si elle les mémorisait. C'est du bon travail. Un travail honnête. La question frappa Saul comme un coup de poing. Voilà une fille à qui on avait probablement promis un travail honnête, un emploi légitime, une chance d'une vie meilleure. Au lieu de cela, elle trouva Charles. McCarthy et l'enfer qu'il a créé pour elle. Oui, dit Saul doucement. C'est du travail honnête. Elle sourit. Puis une expression fragile transforma complètement son visage. Je crois que le travail honnête est une très bonne chose. Des pas dans le couloir la figèrent de peur. Elle jeta un coup d'œil vers le bruit, puis vers Saul. Je dois y aller. Merci d'avoir réparé la pression de l'eau. Elle était partie avant que Saul puisse répondre, mais ces mots résonnèrent dans la salle des serveurs bien après que ses pas se soient estompés. Du travail honnête. Une très bonne chose. Saul termina l'installation de l'équipement de Dick et retourna à ses réparations de plomberie avec une concentration renouvelée. Le problème de pression sera réglé, comme promis. Mais les vrais problèmes de Charles McCarthy ne faisaient que commencer. Chapitre 7. La fuite. L'appel arriva à 2 heures du matin. Réveillant Saul de son premier sommeil profond depuis son départ. La voix de Dick était tendue par l'excitation et une rage à peine contenue. On le tient. L'équipement de surveillance a tout enregistré, les dossiers financiers, les manifestes d'expédition, les communications avec ses contacts à l'étranger. Tout est là. Voilà, Wilk. Chaque détail sordide de ce que ce salaud a fait. Saul s'assit dans son lit de motel, instantanément alerte. À quel point? Pire que ce qu'on pensait. 43 fils et 2 dernières années. La plupart entre 16 et 20 ans. Il a tout un réseau. Recrutement en Europe de l'Est. Transport via le Canada. Distribution à des clients sur toute la côte est. L'entrepôt que nous avons photographié. C'est un centre de traitement. Ils y amènent les filles, les démantèlent, les forment, puis les expédients à qui veut bien payer. Le visage de la jeune femme traversa l'esprit de Saul. Son anglais soigné, ses yeux creux, son sourire fragile lorsqu'elle parlait de travail honnête. Où sont-elles maintenant? C'est ça le problème. McCarthy prévoit une livraison importante ce week-end. Les communications interceptées mentionnent l'élimination des stocks avant l'arrivée d'un nouveau groupe. On parle d'au moins 15 filles qui sont sur le point de disparaître définitivement dans le système. Saul cherchait déjà ses vêtements. Quel est le plan officiel? On remet tout au FBI et j'espère qu'ils pourront monter un dossier avant que McCarthy ne déplace les filles. Officieusement? Eh bien, je ne vous l'ai pas dit, mais Dick a contacté des gens qui adoptent une approche plus directe face à ce genre de problème. Quel genre d'approche directe? Celle qui implique des équipes tactiques et des entrées explosives dans l'opération de McCarthy, qui sera fermée ce soir. Preuve ou pas? Celle qui pourrait entraîner des accidents malheureux pour quiconque se mettrait en travers de son chemin? Saul comprenait. C'était une opération clandestine. Le genre de justice qui se déroulait dans l'ombre lorsque le système officiel avançait trop lentement. Chronologie 0 sombre 30. L'équipe de Dick attaque l'entrepôt pendant que Marty est au Crown Plaza pour son dîner habituel du jeudi soir avec votre femme. Ils extraient les filles et rassemblent suffisamment de preuves pour garantir que Marty soit inculpé même s'il survit à la rencontre. Et s'il ne survit pas, le rire d'Albert était froid. Alors, beaucoup de jeunes femmes pourront rentrer chez elles auprès de leur famille au lieu de disparaître à jamais. Parfois, le calcul est aussi simple que ça. Saul pensa à Gilles dans sa nouvelle robe, riant de les blagues de McCarthy pendant que 15 filles attendaient dans un entrepôt d'être expédiées comme du fret. Où avez-vous besoin de moi? Au Crown Plaza. L'équipe de Dick a besoin de quelqu'un à l'intérieur pour s'assurer que Marty reste tranquille jusqu'à ce qu'ils aient terminé à l'entrepôt. Quelqu'un qui puisse s'approcher sans éveiller les soupçons. Le rôle du mari jaloux. Exactement. Se montrer, faire une scène, occuper McCarthy à gérer les problèmes familiaux pendant que le vrai travail est fait. Supporterez-vous de voir votre femme avec lui? Saul pensa à la fille dans la salle des serveurs, à ses paroles prudentes et à son regard effrayé. Je peux gérer ça. Bien. Et Wilk, quand tout sera fini, McCarthy sera fini. Son argent, sa réputation, sa liberté, tout a disparu.
Votre femme va découvrir exactement quel genre d'homme elle a préféré à vous. Elle a fait son choix. On se retrouve de l'autre côté. La ligne fut coupée, laissant Saul seul dans la chambre de motel avec ses pensées et le poids de ce qui l'attendait. Il s'habilla avec soin, jean, bottes de travail, une chemise en flanelle qui ferait de lui le mari ouvrier. Gilles avait trouvé cela tellement embarrassant. Dans le miroir, il ressemblait exactement à ce que M.C. Carty imaginait. Un ouvrier poussé à bout, colérique et imprévisible, mais finalement inoffensif. Charles M.C. Carty avait bâti sa fortune sur la compréhension des autres, sur la reconnaissance des faiblesses et leur exploitation. Ce soir, il découvrirait que certaines faiblesses étaient des illusions soigneusement construites, et que certains hommes ordinaires étaient porteurs d'une noirceur extraordinaire. Le Crowne Plaza s'apprêtait à organiser son dernier dîner. Chapitre 8. La confrontation. Le restaurant du Crowne Plaza bourdonnait de conversations raffinées et du léger tintement de cristal précieux. Saul se tenait dans l'entrée, laissant ses yeux s'habituer à la lumière chaude pendant qu'il repérait ses cibles. L'hôtesse s'approcha avec ce sourire poli réservé aux personnes qui n'étaient visiblement pas à leur place. « Avez-vous une réservation, monsieur ? Je cherche ma femme. » Il l'est aperçu à une table dans un coin. Gilles, radieuse dans une robe noire qu'il n'avait jamais vue. M.C. Carty penché par-dessus la table avec une intimité prédatrice. Ils partageaient un dessert et ce qui semblait être leur troisième bouteille de vin, complètement absorbés l'un par l'autre. « Monsieur, si vous n'avez pas de réservation, la voilà. » Saul traversa le restaurant comme un homme dans un rêve, vaguement conscient des conversations, hésitant lorsque les convives reconnurent la menace dans son approche. Gilles le vit la première, son visage oscillant entre surprise, gêne, puis colère. « Que diable fais-tu ici, Saul ?» Charles M.C. Carty leva les yeux avec la légère contrariété d'un homme habitué à voir ses soirées se dérouler sans interruption. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Son costume coûtait probablement plus cher que ce que Saul gagnait en un mois, et son regard exprimait le calcul plat de quelqu'un qui considérait les autres comme des actifs à gérer. « Tu dois être le mari, » dit M.C. Carty, sa voix portant le léger accent de la vieille fortunée des écoles privées. Charles M.C. Carty. « Enchanté de vous rencontrer. » Il ne lui proposa pas de lui serrer la main. « Charles m'a parlé de ses projets d'expansion, » dit Gilles d'une voix suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. Le nouvel hôtel à Miami, le complexe hôtelier au Costa Rica. Une vraie vision, contrairement à certains qui se contentent de réparer les toilettes des autres. Saul tira une chaise et s'assit sans y être invité, remarquant la main de M.C. Carty se dirigeant instinctivement vers sa veste, probablement en possession d'un permis, certainement inexpérimenté. Costa Rica. C'est intéressant. J'entends le secteur du bâtiment. Il y a des pratiques de travail uniques. Le regard de M.C. Carty se durcit légèrement. Je ne vois pas bien ce que vous insinuez. Je fais juste la conversation. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans mon domaine. Vous seriez surpris de ce que les gens racontent quand ils pensent que personne d'important ne les écoute. Alors, j'arrête. Siffla Gilles. Vous vous faites honte. Vraiment ? Ou est-ce que j'essaie juste de comprendre ce que ma femme trouve de si attrayant dans l'hôtellerie ? Le téléphone de Saul vibra une fois dans sa poche. Le signal de Dick annonçait le début des opérations d'entrepôt. Ça doit être un travail fascinant de gérer tous ces hébergements différents. M.C. Carty posa son verre de vin avec une précision délibérée. Monsieur Wilkerson, je pense que vous avez peut-être trop à boire. Je n'ai pas eu de goutte, mais vous avez raison. Je devrais probablement y aller. Gilles, lorsque vous avez terminé ici, nous devons parler. Du fonds universitaire de Mélissa, de la maison, de ce qui va se passer ensuite. Il n'y a rien à discuter, a déclaré Gilles. J'ai déjà contacté un avocat. Avez-vous ? C'est bien. Vous voudrez une représentation appropriée. Saul se leva, notant comment les yeux de M.C. Carty ont suivi ses mouvements. Charles, ça a été éducatif. J'espère que vous apprécierez le reste de votre soirée. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta comme s'il se souvenait de quelque chose. Oh, et Charles, vous voudrez peut-être vérifier votre opération d'entrepôt. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des problèmes structurels qui se développent. Les mots frappent M.C. Carty comme un coup physique. Son visage est devenu pâle, puis rincé de colère et de compréhension soudaine. Que venez-vous de dire ? Mais Saul s'éloignait déjà,
se déplaçant dans le restaurant avec le rythme indemne d'un homme qui avait accompli exactement ce qu'il était venu faire. Derrière lui, il a entendu la chaise de Marty gratter contre le sol. Entendu les questions confuses de Gilles. Entendu le début d'une conversation, bien qu'il ait brisé leurs deux mondes. Son téléphone a de nouveau bourdonné. 2 impulsions courtes. L'équipe de Dick avait trouvé les filles. Au moment où Charles McCarthy a atteint l'entrepôt, il serait vide, sauf pour suffisamment de preuves pour garantir qu'il passerait le reste de sa vie en prison fédérale. Au moment où Gilles comprenait quel genre d'homme qu'elle avait choisi, elle serait confrontée à ses propres problèmes juridiques en tant qu'accessoire après coup. Saul est sorti dans l'air nocturne respirant profondément pour la première fois depuis des semaines. Travail honnête, la fille avait dit, une très bonne chose. Certains types de travail étaient plus honnêtes que d'autres. Chapitre 9. La correction finale. 3 mois plus tard, Saul s'est assis dans un café à Portland, en Oregon, lisant sur la condamnation de Charles McCarthy sur sa tablette. 25 à vie en prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle. L'article de presse comprenait une photographie de McCarthy dans une combinaison orange, ses cheveux argentés un camp, son visage gant avec la réalité de ce que sa vie avait devenir. Le raid de l'entrepôt avait été dévastateur dans sa soignante. 15 filles ont sauvé, suffisamment de preuves pour impliquer un réseau couvrant 3 pays et des dossiers financiers qui avaient conduit à des dizaines d'arrestations. L'empire de McCarthy s'était effondré en une seule nuit, éliminant les clients, les partenaires et les catalyseurs à travers le nord de la mer de l'Est. Gilles avait été arrêté 2 semaines plus tard lorsque les enquêteurs ont découvert qu'elle blanchissait de l'argent via la fondation caritative de l'hôpital. De petits montants sur plusieurs mois, mais suffisamment pour se qualifier comme accessoire pour la traite. Son permis d'infirmière a été révoqué, ses actifs figés, sa vie respectable réduite à des frais juridiques et aux négociations de plaidoyer. La maison de la rue Maple avait été saisie dans le cadre de l'enquête fédérale. Melissa vivait avec la sœur de Gilles dans l'Ohio. Son fonds universitaire a disparu, son profil de médias sociaux a frotté toute référence à son père le plombier ou un nouveau petit ami glamour de sa mère. Le téléphone de Saul a sonné, interrompant sa lecture. Numéro d'Albert. Comment ça va, Wilk? Ne peut pas se plaindre. Votre entreprise est bonne. Cette situation à Portland travaille pour vous. Saul regarda autour du café sur le visage de personnes qui ne savaient pas qui il était ou ce qu'il avait fait. Sa nouvelle identité était solide. Papier qui résisterait à tout examen minutieux. Un contexte qu'il a peint comme un plombier à la retraite qui s'était déplacé vers l'ouest pour sa santé. Cela a bien fonctionné. Endroit calme. De bonnes personnes. Heureux de l'entendre. Écoutez, Dick a une autre situation en développement. Profil similaire à McCarthy, mais plus grand. Portée internationale. Pourrait utiliser quelqu'un avec vos compétences particulières si vous êtes intéressé. Saul pensa à la fille dans la salle du serveur, de ses yeux effrayés et de ses mots prudents. Quelque part dans le monde, il y avait d'autres filles, d'autres Charles McCarthy, d'autres systèmes qui ont transformé les êtres humains en matière première. Quelle est la chronologie? Le mois prochain. Dick met en place la surveillance maintenant, mais il aura besoin de quelqu'un sur le terrain qui peut se rapprocher de la cible. Quelqu'un qui comprend que la justice ne vient pas toujours d'une salle d'audience. Envoyez-moi les détails. Déjà en route. Et Wilk, cette chose avec votre femme et votre fille. Tout regret. Saul a fermé la tablette, effaçant le visage de McCarthy depuis l'écran. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Bon homme. Parlez bientôt. Le café se remplissait de la foule de l'après-midi. Des étudiants du collège local, des employés de bureau saisissant leurs solutions de caféine, des gens ordinaires vivant une vie ordinaire. Aucun d'eux ne saurait jamais que l'homme calme dans le stand d'angle avait été un mari et un père, ou qu'il s'était éloigné de tout ce qu'il avait construit pour s'assurer que 15 filles pouvaient rentrer chez elles dans leur famille. Saul a terminé son café et est sorti dans l'après-midi de Portland. Quelque part à travers le pays, Gilles était probablement assis dans une cellule de prison, comprenant enfin le véritable coût de l'échange. Quelque part dans l'Ohio, Melissa apprenait que les choix avaient des conséquences, que la cruauté a laissé des cicatrices, que tous les pères n'étaient pas aussi indulgents que celui qu'elle avait humilié pour son anniversaire. Mais c'était de vieux problèmes, une vieille douleur. Saul Wilkerson avait du travail à faire. La dernière solution du plombier avait été parfaite. Pas de fuite, pas de perte de pression, pas de trace de l'homme qui a fait la réparation.
Et comme tous son meilleur travail, ça durerait pour toujours. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.